Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter la suite de mes lectures pour le mois de janvier. Aujourd'hui j'ai donc de nouveau 6 romans ainsi que 2 titres graphiques à vous présenter. Côté roman, je vais commencer avec mon avancée dans la série des Rois Maudits. J'ai donc écouté les tomes 5 et 6 au mois de janvier. Les Rois Maudits, c'est une série de romans historiques qui sont basés sur des faits réels avec beaucoup de documentation. La plupart des personnages ont réellement existé, etc. Mais il y a quand même certaines libertés qui ont été prises par Maurice Druon ainsi que ses équipes avec lesquelles il a travaillé. Et c'est donc une série qui est au départ en 6 tomes. Et il y a ensuite un tome 7 qui est sorti plusieurs années plus tard, alors que les premiers s'étaient plutôt bien enchaînés. Il y a eu, je crois, quelque chose comme une dizaine d'années qui s'est écoulée avant la parution du tome 7. Donc pour ma part, je viens de lire les tomes 5 et 6, du coup la première fin qui était prévue pour les Rois Maudits. L'histoire des Rois Maudits, elle commence avec Philippe le Bel qui va envoyer sur le bûcher des anciens Templiers, et l'un de ces Templiers va le maudire jusqu'à, je crois, la 7e génération ou quelque chose comme ça. D'où le nom de roi maudit. On suit ensuite ses 4 fils qui vont tour à tour devenir rois et périr sans donner d'héritier mâle, ou avec des héritiers mâles qui vont à leur tour décéder. Dans le tome 5, on voit donc cette fois-ci le personnage d'Isabelle, qui en fait est la fille de Philippe le Bel, dont on a suivi l'histoire de tous ses frères. Isabelle, elle, c'est pas un personnage qu'on a plus vu que ça, étant donné qu'elle est mariée avec le roi d'Angleterre et qu'elle vit donc en Angleterre. Le tome 5 se centre vraiment sur elle, et c'est vrai que du coup ça amène un petit peu de lenteur parce que autant on commençait à être bien familier avec tous les personnages en France et tout s'enchaînait assez bien, autant elle forcément ça amène toute une galerie de nouveaux personnages qui habitent en Angleterre et qu'on n'a pas forcément vu jusque là, donc c'est vrai que la mise en place de tome 5 était un petit peu lente. Par contre il y a pas mal de choses intéressantes qui se mettent en place et on voit comment ça va avoir un impact probablement dans le tome 6. Ensuite pour ce qui est du tome 6, on a de nouveau la partie anglaise de la famille qui est très présente, et on a également de nouveau un peu plus une histoire qui se passe en France également. C'est un tome qui amène effectivement pas mal de révélations, dans lequel on voit pas mal de choses se conclure. Autant pour certaines j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant et que ça s'agençait vraiment bien, autant pour certains éléments, certains pans de l'histoire, certains arcs narratifs, j'ai trouvé que c'était un petit peu précipité. C'est une fin que j'ai plutôt bien appréciée, mais c'est vrai qu'elle donne pas vraiment l'image d'une vraie fin de série, d'une fin un peu grandiose comme on s'attendrait à la voir à la fin de ces 6 tomes, de ces 6 romans historiques qui sont assez épiques globalement. Et du coup je comprends l'envie d'avoir voulu faire un tome 7 ensuite. Je le lirai donc bientôt et j'espère qu'il me plaira également. Après ça, on va rester sur les fins de série puisque j'ai lu le tome 4 des Magies de l'Archipel par Estelle Faye. Il s'agit du coup d'une série jeunesse. Les tomes sont à chaque fois assez courts et on est sur une série de fantasy dans laquelle on va suivre le personnage de Kassem. Il a sa petite sœur dont il est vraiment très proche qui va se retrouver en quelque sorte enlevée par la mer et devenir une sorte de sirène. Et Kassem essaye de tout faire pour qu'elle se retransforme en humaine, pour qu'elle puisse réintégrer leur vie qu'ils avaient et pour qu'elle ne soit pas rejetée. Kassem pour ça se lance dans toute une quête durant laquelle il va devoir réunir plusieurs livres et qu'il va donc aller récupérer soit dans des grandes bibliothèques très mystiques, très réputées, mais également assez légendaires, et donc on ne sait pas vraiment si elles existent ou pas. Et puis il va également faire pas mal de rencontres et c'est tout ça qu'on va suivre au fur et à mesure. Ce tome 4 se passe à Atlantis, qui revisite donc le mythe de l'Atlantide. Alors c'est vrai que pour ma part je l'ai lu pas très longtemps après avoir vu le dessin animé Atlantide, l'Empire perdu de Disney, et c'était pas forcément le meilleur plan parce que du coup j'avais les images du Disney dans la tête. Mais dans l'ensemble c'est un tome que j'ai encore une fois bien apprécié et j'ai vraiment bien aimé la manière dont la fin est faite et finalement le message que renvoie la fin, qui n'est pas forcément celui qu'on attendait au vu du reste de la série, mais qui est vraiment bien fait et qui est vraiment une chouette fin je trouve. Donc voilà, du coup c'est un titre que j'ai vraiment apprécié, j'aime beaucoup le travail d'Estelle Faye, je pense que vous le savez, et c'est vrai que je l'aime beaucoup aussi bien pour ses romans jeunesse, ses romans adultes, ses romans adolescents. Vraiment voilà, je trouve que tout ce qu'elle fait est vraiment très très chouette. Donc de nouveau c'était une très chouette série, elle est illustrée par Sanoé avec des illustrations en noir et blanc à l'intérieur, comme on peut le voir juste ici. Après ça, je me suis lancée dans la lecture de La tête dans le sapin par Nadège Margot, que je voulais lire assez rapidement pour que la période de Noël ne soit pas encore complètement passée à l'abandon et disparue jusqu'à l'année prochaine.
Donc on est ici sur une petite romance de Noël qui est sortie aux éditions Bookmark et c'est un roman que j'ai gagné en concours sur Instagram sur la page de l'autrice directement et le résumé m'intriguait vraiment bien donc j'étais vraiment curieuse de lire ça. Pour ce qui est de l'histoire, on va suivre Léonie, c'est une jeune fille qui vient d'un petit village un petit peu perdu en Loire-Atlantique, le département où j'habite, et qui est partie depuis pas mal d'années vivre à Paris, sauf qu'il va y avoir un assez gros souci qui va se passer dans son travail et qu'elle va se retrouver obligée de partir. Suite à ça, elle se retrouve à retourner chez ses parents, où elle va donc retrouver ses amis d'enfance, sa meilleure amie, son cousin, etc. Pas mal de personnes différentes. Et elle va également retrouver Ivan, qui était son crush de jeunesse. C'est pas vraiment une histoire de seconde chance parce qu'ils n'ont jamais été ensemble, ils se sont juste un petit peu tournés autour à l'époque du lycée. Et il y a peut-être une dizaine d'années qui se sont écoulées entre temps. Et du coup, Léonie rentre dans ce village, elle se retrouve à aider sa mère pour préparer des grands événements. Elle essaye d'aider son cousin qui gère la jardinerie locale, etc. Voilà, on va la suivre un petit peu dans toute son histoire. C'est un récit que j'ai trouvé vraiment très addictif, je l'ai lu vraiment très rapidement. J'ai vraiment bien aimé la manière dont était traité le burn-out à l'intérieur, puisqu'il y a vraiment ce sujet-là qui est très important, qui est vraiment très décrit dans le récit, et j'ai bien aimé la manière dont c'était fait. Après, pour certains éléments, j'ai trouvé qu'il y avait certaines choses qui étaient un petit peu grosses, comme ça arrive souvent dans les romances de Noël, mais qui pour autant m'ont pas forcément plus dérangé que ça. Et par contre, il y avait quelques petites incohérences dans le récit, des petites choses bêtes, mais par exemple des personnages qu'on a déjà vus ensemble et on nous présente les choses comme s'ils se rencontraient à un autre moment plus tard dans le récit. Donc voilà, des petites choses, mais c'est vrai que dans l'ensemble j'ai vraiment passé un chouette moment avec le roman, j'ai trouvé ça vraiment sympa, ça se lit tout seul, c'était très chouette. J'aime beaucoup la couverture, mais c'est vrai que du coup elle reflète pas forcément très bien le récit dans le sens où on a l'impression qu'ils sont jeunes, qu'ils sont adolescents, alors que du coup pas du tout. C'est également un récit qui se présente en jour après jour, donc on suit tous les jours jusqu'à Noël, ça commence avec J24 et puis voilà jusqu'à Noël tout au fil du mois de décembre. Donc c'est éventuellement un titre qui peut se lire en format calendrier de l'Avent, en sachant qu'il y a quand même certaines journées qui sont beaucoup plus décrites que d'autres. Pour ma part, pas du tout, hein. Je l'ai lu entièrement d'une traite, de toute façon je l'ai reçu en janvier, donc voilà, je l'ai lu en janvier, il n'y avait plus le décompte jusqu'à Noël. Mais voilà, c'est un petit détail en plus si jamais ça vous intéresse, si vous cherchez un roman qui fonctionne sur ce principe, celui-ci c'est le cas. Après ça, j'ai lu le recueil de nouvelles qui s'appelle Canoë par Maëlys de Kerangal, qui est publié aux éditions Folio ici pour le format poche. Maëlys de Kerangal, c'est elle qui a écrit Réparer les vivants, qui est je pense l'un de mes romans préférés, un de mes romans contemporains en tout cas préférés. C'est un roman qui m'avait vraiment complètement bouleversée, que j'avais adoré à l'époque à laquelle je l'avais lu. Ça fait pas mal d'années maintenant et il faudrait peut-être que je le relise, mais d'un autre côté j'ai peur de plus autant l'aimer et en même temps d'après mes souvenirs qui sont encore vraiment très bons, je vois pas vraiment pourquoi est-ce que je l'aimerais plus. Mais enfin bref. Toujours est-il que du coup je continue à lire ce qu'écrit Maëlys de Kerangal, que je suis toujours intriguée par ses autres romans, que j'ai toujours envie de les découvrir, même si je dois dire qu'il n'y a vraiment aucun titre qui est arrivé à la hauteur de Réparer les vivants et aucun titre qui s'en approche malheureusement pour moi. Et du coup pour celui-ci ça l'a pas vraiment fait avec moi, on est donc sur un recueil de nouvelles, donc forcément il y a certaines nouvelles qui m'ont quand même parler plus que d'autres, mais c'est vrai que voilà, dans l'ensemble il n'y a pas eu l'étincelle, il n'y a pas eu le truc qui fait que j'étais captivée et il n'y a vraiment aucune nouvelle que j'ai plus aimé que ça. Il y en a certaines dont je me souviens un peu plus, mais voilà, il n'y en a aucune qui m'a vraiment embarquée complètement et j'en suis assez déçue. J'espère vraiment un moment relire un Maëlys de Kerangal qui me fera le même effet waouh que Réparer les vivants, mais voilà, pour l'instant c'est pas encore le cas. Après pour ma part les nouvelles c'est pas non plus ce que je préfère lire honnêtement, j'en lis d'auteurs aussi, mais souvent des autrices que j'apprécie, mais c'est vrai que c'est pas un format qui me parle plus que ça. Pour terminer, côté roman, je vais vous parler d'une très chouette découverte et s'il y a un roman que vous devez retenir de cette vidéo, c'est vraiment celui-ci. Moi c'est vraiment celui que je vous recommande chaudement si c'est un genre, si ce que je vous en dis peut vous plaire. Puisqu'il s'agit du coup de Loin des îles Mauves par Chloé Chevalier. Le premier tome s'appelle donc La Sans Étoile et c'est publié chez Robert Laffont dans leur collection R. On est ici sur un récit de fantasy qui se passe dans le même univers que la série du Demi-Loup, également par Chloé Chevalier, qui était elle publiée au Mouton électrique, donc dans une collection adulte, alors qu'ici on est sur une collection adolescent, en sachant quand même que certes on est sur un roman qui est plus accessible que le Demi-Loup, mais que ça reste quand même plutôt à destination d'un public qui lit déjà bien, voire qui lit déjà de la fantasy. C'est pas forcément un titre que je vous recommande si vous découvrez la fantasy, ou que je recommanderais pour un adolescent qui n'a pas forcément l'habitude d'en lire, ou qui n'a pas forcément l'habitude de lire, parce que c'est pas forcément non plus ce qu'il y a de plus accessible. Pour ce qui est de l'histoire, c'est un récit qui va commencer sur un archipel d'îles qui sont assez isolées, et sur une île en particulier.
Sur cette île-là, on va suivre un groupe de personnages et on a notre personnage principal qui s'appelle Ivanel. Ivanel vit donc sur les bruyères avec toute une communauté de personnes et en fait c'est une communauté sur laquelle il y a les Leifa qui sont, si on veut, un peu plus dominants, qui sont comme des surhommes, qui sont plus grands, plus beaux, plus majestueux, plus incroyables, etc. Sauf que les Leifa ne peuvent être que des hommes, ce qui fait que forcément leur espèce ne peut pas perdurer à elle seule et qu'ils ont besoin d'humains, plus particulièrement d'humaines. Pour ça, ils vivent donc avec une communauté d'humains et il y a tout un tas de règles qui sont établies pour que les deux espèces en gros puissent perdurer, puisqu'il faut qu'ils continuent à faire des bébés humains et en même temps les Leifa ont envie d'avoir des bébés Leifa pour pouvoir continuer à perdurer. Les humains ont décidé en quelque sorte de se rebeller face à ça et de cacher certaines de leurs filles en les faisant passer pour des garçons afin qu'elles ne se retrouvent pas à devoir enfanter des Leifa et afin que les Leifa soient de moins en moins nombreux au fur et à mesure des générations. Ivanel fait donc partie de ces héros, qui est le nom qui est donné à ces femmes que l'on change en garçons, que l'on fait passer pour des garçons. Et du coup forcément c'est un roman qui interroge beaucoup par rapport au genre. Ça, on est vraiment sur le début du récit, voilà, qui se passe sur cette île-là, où on apprend à découvrir les us et coutumes de cette île-là qui est quand même assez particulière. Et en fait, nous, notre groupe là, de jeunes qui viennent d'avoir 17 ans, ils ont décidé ensemble d'avoir un nouveau projet. Pour accomplir ce projet, ils décident de partir demander un accord sur une autre île de l'archipel, sur une île qui est importante. Et ils partent donc tous ensemble sur un bateau qui appartient à l'un des deux Leifa de leur groupe de jeunes qui vient d'atteindre les 17 ans. Ils partent donc sur cette île, sauf que les choses ne vont pas se passer exactement comme c'était prévu. Et ils se retrouvent ensuite embarqués dans tout un voyage. On est donc sur un récit dans lequel on a toute une partie qui se passe sur les bateaux et puis ensuite ils vont arriver à l'Empire qui est donc très très loin d'eux et les habitants des Bruyères, les habitants de ces îles-là ne sont jamais allés jusqu'à l'Empire, mais ils savent que c'est à cause de l'Empire qu'il y a certaines choses qui se passent pas comme ils voudraient. Et l'Empire qu'ils découvrent, c'est donc l'Empire qu'on a dans le Demi-Loup, mais on voit vraiment une partie qui est complètement différente, donc ça gêne pas du tout si vous n'avez pas lu les Demi-Loups, c'est juste un petit clin d'œil, voilà, si vous l'avez lu, ce sera peut-être davantage abordé dans le tome 2, mais en tout cas pour ce tome 1, pas vraiment. En tout cas, du coup, c'est un récit dans lequel on a pas mal d'ambiances différentes qui se succèdent, entre l'ambiance des petites îles au départ, l'ambiance maritime, et puis ensuite par rapport à l'Empire et les mines dans lesquelles ils vont devoir travailler. J'ai beaucoup aimé la manière dont ils interagissent les uns avec les autres, les relations qu'ils ont ensemble, et puis toutes les réflexions qu'il y a par rapport au genre. Il y a un aspect qui a pu gêner certaines personnes, c'est le rapport avec la sexualité qui est quand même décrit de manière assez franche dans le récit. Pour ma part, j'ai pas du tout trouvé ça cru et vulgaire et je trouve que ça s'explique complètement par le fonctionnement même en fait de l'univers et les enjeux qu'il y a sur cet univers, avec un enjeu vraiment sur l'espèce, la perduration de l'espèce et donc la reproduction. Mais voilà, en tout cas pour ma part c'est vraiment un récit que j'ai beaucoup apprécié. C'est prévu comme étant une duologie et normalement le tome 2 devrait arriver pour ce printemps, enfin en tout cas avant l'été. Donc j'espère que ce sera bien le cas, j'espère qu'il va sortir comme prévu, j'espère déjà qu'il va sortir et puis qu'il va sortir à peu près aux dates prévues parce que vraiment j'ai beaucoup apprécié cette première partie et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Je sais que c'est un récit qui n'a pas forcément tellement trouvé son public, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est un manque de communication du côté de la collection R ou si c'est parce que c'est un titre qui est peut-être un peu trop différent de ce qu'il publie habituellement. Mais c'est vrai que pour ma part c'est un titre que j'ai beaucoup aimé, donc vraiment j'ai envie qu'il soit davantage lu, j'ai envie que vous ayez envie d'aller vers ce récit-là et puis vers sa suite quand elle va sortir. J'espère vraiment que la sortie du tome 2 va redonner un peu d'élan là-dessus et c'est vraiment une très très chouette série, moi j'ai trouvé ça vraiment super. Pour terminer, je vais vous parler de deux lectures graphiques. Tout d'abord, j'ai lu le premier tome du manga L'enfant en moi. C'est un manga dans lequel on va suivre un couple de lycéens, on a Takara et Saichi. C'est assez perturbant parce que dans le dessin, et ça se voit je trouve sur la couverture, Takara fait vraiment adulte alors que Saichi, la jeune fille, fait vraiment très très jeune. Du coup voilà, c'est assez perturbant mais non, ils sont tous les deux lycéens, ils sont en couple depuis un certain moment et Saichi va commencer à se poser des questions et va finalement se rendre compte qu'elle est enceinte. Elle sait pas vraiment comment l'aborder avec Takara au départ et puis également avec les autres personnes de sa famille, etc. Et on la suit un petit peu dans son questionnement, en tout cas pour ce qui est de ce premier tome. C'est pas un manga qui m'a complètement convaincue pour être honnête, mais pour autant je suis quand même assez curieuse de lire la suite, donc je lirai au moins le tome 2 pour me faire un avis. Je sais pas exactement combien de tomes sont prévus, je crois que la série est encore en cours au Japon et qu'elle doit déjà en être à 6 ou 7 tomes, donc j'espère que ce sera pas forcément une série super longue, parce que je suis pas sûre que ça mérite quelque chose d'aussi long que ça, à part si la mangaka a vraiment prévu tout un tas d'autres retournements et situations, etc. Mais toujours est-il que je suis quand même assez intriguée pour la suite.
En termes de traits de dessin, on est sur un dessin qui est un petit peu crayonné, qui du coup rend un petit peu brouillon et c'est pas forcément le style de dessin que je préfère. Et puis en plus de ça, comme je vous ai dit, moi j'ai vraiment été perturbée tout au long de la lecture par le fait que Sachi fasse super jeune, contrairement à Takara. Donc voilà, j'ai eu un petit peu de mal à passer au-dessus, donc c'est vrai que côté dessin, c'est pas non plus complètement ma came. Mais voilà, comme je vous ai dit, je lirai au moins le tome 2. Il me semble que j'avais vu qu'il était prévu pour le mois de mars ou peut-être le mois d'avril, donc assez prochainement. Et du coup ça me permettra de me faire un avis un petit peu plus décidé. Et pour le second titre graphique que j'ai lu, il s'agit du tome 2 des règles de l'amitié. J'avais beaucoup apprécié le tome 1 et le tome 1 c'est vraiment un récit que je vous recommande très chaudement, qui pour moi a complètement sa place dans tous les CDI, dans les collèges, les lycées, etc. parce que vraiment c'est un super récit pour parler du sujet des règles et pour un peu lever le tabou sur le sujet des règles. Pour ce qui est de ce tome 2, on retrouve donc à nouveau notre groupe de 4 copines. Elles ont réussi dans le tome 1 à faire accepter certaines choses par rapport aux règles dans leur établissement. Elles ont réussi à mettre en place des distributeurs de protection hygiénique gratuite, etc. Et pour ce qui est du coup de ce tome 2, c'est moins un tome qui vise vraiment à lever le tabou sur les règles, mais c'est plus un tome qui va se concentrer sur certains sujets précis. Et puis par contre, c'est un tome dans lequel on va davantage développer le côté personnel, relationnel, etc. des jeunes filles avec leurs différentes histoires d'amour, d'amitié. Mais c'est vrai que du coup c'est un tome que j'ai trouvé moins engagé peut-être, qui pour moi a vraiment un intérêt public et qui est super intéressant à mettre entre les mains de plein de jeunes personnes. Par contre il aborde quand même deux sujets qui sont vraiment importants et qui sont bien traités, l'endométriose à travers le parcours d'une des jeunes filles et puis également le sujet de la transidentité et des règles et donc de la question de l'inclusivité dans l'accès aux protections menstruelles, etc. Du coup je vous recommande très chaudement encore une fois le tome 1. Et du coup si vous avez apprécié le tome 1, n'hésitez pas à découvrir le tome 2 parce que c'est très chouette et vous passerez un bon moment avec. Et puis il y a également d'autres sujets qui sont abordés dedans. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir certains de ces titres. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire, et puis pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et faites de belles lectures. Salut!